Bonjour à tous les trois. Alors, pour revenir sur vous êtes tous les trois acteurs de cette nouvelle mobilité, avec notamment les véhicules autonomes. Vous avez été précurseurs et vous avez déjà des chantiers en cours. J'aimerais que chacun présente ses activités d'abord dans un premier temps, puis après on aura bien sûr un dialogue. Vous pouvez continuer de poser vos questions via Klaxoon et on les prendra à la fin, j'espère. Et on va commencer par vous, Monsieur Foncino, sur ce que vous faites et ce qu'est VDCom, puisque c'est assez large et que vous regroupez plusieurs acteurs de la filière. Si vous pouvez nous dire en quelques mots ce qui est aujourd'hui votre actualité sur les mobilités autonomes. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'abord de m'accueillir aujourd'hui parmi vous. Donc, l'Institut VDCom est un institut de partenariat public-privé qui regroupe les acteurs de l'automobile. On a parmi nos membres Renault et Peugeot, aussi les acteurs académiques, puisqu'on est une fondation partenariale universitaire, et donc on a parmi nos membres l'université de Versailles-Saint-Quentin, mais aussi l'INRIA, qu'on vient de nommer à de nombreuses reprises, l'IFSTA, qui ont été aussi des acteurs importants dans cette émergence du véhicule autonome. Et puis, on rassemble des acteurs de la mobilité. On a parmi nos membres Transdev, on a également des acteurs de la route, des opérateurs d'infrastructures, on a Vinci Autoroute, et on a la chance aussi d'avoir les collectivités locales, puisque toute cette nouvelle mobilité va prendre corps sur des territoires. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est tout de même des services qui vont être au service des territoires. Donc voilà ce que l'on rassemble au sein de VDCom. Notre principe de financement, c'est 50% de nos financements viennent du privé, le reste est de l'abondement de l'État. On fait partie du PIA, Plan d'investissement d'avenir français, qui a été lancé pour redynamiser les filières françaises, et on est suivi par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Voilà le contexte dans lequel on s'inscrit. Donc on a après trois domaines d'activité. Ça commence par le véhicule, donc on s'intéresse aux véhicules propres, écologiques. Donc on a des travaux importants sur le véhicule électrique, qui est une plateforme intéressante par rapport à la robotisation. On s'intéresse dans le deuxième domaine à tout ce qui est délégation de conduite. Alors, vous avez plusieurs niveaux de délégation. Quand on parle d'automatisation de conduite, ça commence à partir du niveau où on conduit, c'est le niveau 0. Et puis après, on commence à piloter une dimension, puis deux dimensions. Et après, on vous donne des temps plus ou moins longs, je dirais, en ayant les mains en dehors du volant et le regard en dehors de la route. Et on a tous les aspects autour du véhicule. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écomobilité. Ça commence par les infrastructures, et j'espère qu'on y reviendra. Il y a un rôle important, c'est ce que je vous disais. Et puis, en même temps, le contexte législatif et ce qui viendra derrière, c'est-à-dire que quand on met des objets à la route, on doit les homologuer, leur faire passer un certain nombre de tests, et on a une activité sur tout ce qui est homologation, connectivité, puisque comme on vient de le dire, ça reste des objets mobiles et ils devront être communicants et reliés à un back-office. Et puis, on a aussi les aspects déploiement des nouvelles énergies de recharge, puisque, comme je vous le disais, ça va se situer principalement autour de plateformes principalement électriques. Voilà. Je passe. Merci. Donc vous gardez le micro, chacun un micro. Coralie Renard, pour ce qui est de Transdev, aujourd'hui, si vous pouvez aussi nous expliquer un peu quelle est la vision de l'entreprise sur les véhicules autonomes, quels sont les chantiers en cours, les tests qui ont été faits et les différents jalons par rapport au déploiement de ces solutions. Oui, très bien. Bonjour, bonjour à tous. Alors, Transdev est un des leaders mondiaux en termes de services de mobilité. Rapidement, c'est 83 000 collaborateurs dans le monde entier, dans 19 pays, un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros, avec l'exploitation de différents services de mobilité, donc ce que vous pouvez emprunter au quotidien, des bus, des cars, des tramways, des ferries.
Voilà, tout ce que vous pouvez imaginer en ce sens-là. Et donc Transdev est aussi pionnier et leader dans l'opération de systèmes de transport autonome, puisque nous avons déjà transporté plus de 2 millions de passagers en véhicules autonomes sur 350 000 km. L'engagement de Transdev sur ce sujet est très fort, puisque nous défendons une vision de la mobilité du futur qui est PACE, personnalisée, autonome, connectée et électrique. Et cette vision de la mobilité englobe l'autonome dans un tout et un ensemble. Donc Transdev, en tant qu'opérateur, se doit aussi d'être garant de l'expérience de mobilité de ses passagers et de la sécurité. Et donc travaille à la fois sur des opérations de véhicules autonomes, donc j'y reviendrai, il y en a plusieurs, et travaille sur un système global de transport autonome qui inclut l'ensemble des couches servicielles nécessaires à l'exploitation de ce type de service. Donc aujourd'hui, nous avons eu plusieurs opérations qui peuvent être des expérimentations, puisque les expérimentations sont très importantes pour pouvoir progresser au niveau opération, au niveau technologique et au niveau aussi de la qualité de service et de l'acceptabilité sociale des véhicules autonomes. On a également plusieurs contrats commerciaux déjà dans le monde. On a un contrat à Rotterdam qui s'appelle Park Shuttle, où on transporte depuis 2005 plusieurs milliers de personnes par jour entre un centre d'affaires et une gare de métro, une station de métro. Et on a remporté un contrat où on gère l'ensemble de la mobilité d'une ville en Floride qui s'appelle Babcock Ranch, qui est une ville complètement écologique, donc à énergie positive, énergie solaire, où le transport au sein de la ville se fera avec des navettes autonomes. C'est-à-dire que les habitants vont pouvoir commander via une application la navette pour que la navette vienne les chercher et ensuite accéder aux différents éléments de la ville. C'est une ville importante puisque à terme, il est prévu qu'elle accueille 50 000 habitants. Donc voilà un peu le type de projet sur lesquels on travaille, et on pourra revenir sur certains points un peu plus tard. Mais je vais passer la parole Très bien, à merci. mon collègue. Alors, Monsieur Julien, pour Keolis, ça fait maintenant quelques années au CIS, vous montrez un peu ce que vous faites sur le véhicule autonome. Cette année, c'était l'autonome cab. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire un peu quels sont les chantiers de travail de Keolis sur ces thématiques? Oui, bonjour à tous, merci de m'avoir invité à cette table ronde. Alors, tout d'abord, pour rappeler un petit peu Keolis. Keolis, c'est un groupe international présent dans 16 pays, leader mondial du métro automatique. Et donc ça nous permet d'apprendre aussi beaucoup sur ce sujet, notamment sur différents sujets de technique, de compréhension, d'appréhension par le public, de cybersécurité également. On est aussi leader mondial du tramway. Ce qu'on a vu assez tôt, et je reviendrai un petit peu sur l'exemple qui a été donné juste avant sur l'intelligence et la data, c'est 50% de data, 50% d'algorithmes. Ce qu'on a voulu lancer, c'est plutôt éviter les expérimentations et lancer des services. Parce que ce qu'on voulait tester, ce n'est pas simplement la technologie, c'était l'usage. L'usage et l'usage dans sa continuité. C'est pour ça qu'on a lancé il y a bientôt 2 ans un service, et non pas une expérimentation de navette autonome, un service de navette autonome avec une correspondance sur une ligne de tram et avec de l'interaction sur un site ouvert au public, ouvert au grand public. Donc c'est ce qu'on a lancé à Lyon sur l'écoquartier de Confluence. Et là, on voit qu'on a appris beaucoup sur la durée de l'interaction, sur les gens qui sont dans la navette, sur les gens qui sont à l'extérieur de la navette, sur la récurrence d'usage, sur finalement le comportement de touristes, de curieux qui viennent. On a toujours des curieux qui viennent. Et puis sur des gens qui l'utilisent tous les jours ou quasiment tous les jours pour aller de la station de tram à leur quartier d'affaires. Si je reviens sur la vision qu'on a, c'est que je vais revenir un peu en arrière. Il y a 2 ans, tout le monde avait 2 questions. Est-ce que ça va vraiment arriver? Et quand est-ce que ça va arriver? Je pense qu'il y a une convergence de la vision qui est de dire maintenant, on sait que ça va arriver, on ne sait pas quand. Et comment ça peut arriver? Le sujet pour nous, c'est d'inventer, d'accompagner les collectivités locales à repenser une mobilité. Ça
pour les collectivités locales, il y a une vraie opportunité à reprendre l'espace public, la cité, à rendre la cité aux citoyens. C'est-à-dire, finalement, la vision qu'on a, qui est entre les différents acteurs pas très éloignés. Nous, c'est pas le pays, c'est le case. On met le partage au centre de ça. On pense que la mobilité doit être partagée. Bien sûr, elle est personnalisée, mais elle doit être à tout prix partagée au sein de la ville pour pouvoir réduire l'emprise au sol de la voiture particulière. J'aime bien l'exemple qu'on voit pour beaucoup de grandes villes. Un trottoir, un petit trottoir, une rangée de voitures garées, une voie où il y a des véhicules, souvent en embouteillage, une voie de rangée de voitures garées et un petit trottoir. On a un petit souci par rapport à ça. On sait que la voiture particulière, elle est utilisée 3-5% du temps, elle est souvent garée, elle prend l'emprise sur l'espace public. On a l'autosolisme aussi fortement. Donc si on peut avoir cette mobilité partagée qui se développe fortement, c'est un vrai atout. C'est un vrai atout sur la cité parce qu'on peut rendre la cité aux citoyens. Et la proposition de véhicules de robotaxi, en fait, de véhicules partagés, autonomes, propres, est une réponse à cette problématique. Et c'est ça qu'on pousse avec les différentes opérations qu'on lance. Donc, j'ai parlé de Lyon, on a lancé une opération à Las Vegas, qui est un service continu sur route ouverte, à La Défense, donc une première expérimentation de 6 mois. Et donc ça, c'était intéressant aussi, parce que la volonté, c'est sur chaque nouvelle expérimentation, tester quelque chose de nouveau. Alors, tester quelque chose de nouveau, certains nous ont pris pour des fous quand on allait à La Défense, parce que c'est 150 000 personnes qui travaillent à La Défense, 500 000 personnes qui transitent à La Défense chaque jour. Et sur cette dalle de La Défense, où il y a des piétons partout, la question de mettre des navettes autonomes, c'était un petit peu risqué. Alors certes, elles ne vont pas à 20 km/h, mais elles arrivent à aller plus vite que les piétons. Déjà, c'est un beau challenge de relever et on réfléchit maintenant à finalement avoir un conducteur qui est quand même à bord, même s'il ne conduit pas. Hein. On a un conducteur à bord avec le permis D, c'est la loi, d'avoir ce conducteur déporté pour qu'il puisse être à l'extérieur. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles dans le cadre des autorisations et de la loi pour pouvoir aller un petit peu plus loin sur le test. On a un nouveau service qui a été lancé aussi en ce début d'année à Aéroport de Paris pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Et là, on traverse des voies ouvertes à la circulation. D'abord, avec un échange, et là on parle des sujets d'infrastructure, avec un échange avec les feux tricolores, parce qu'on traverse une voie avec un feu, et puis on passe à une commande du feu pour pouvoir avoir une fluidité du trafic. Et puis après, on a beaucoup d'autres lancements qui sont prévus. On a dans 2 universités en Australie qui vont être lancées le mois prochain. Et voilà, le but, c'est de tester au maximum, tester des cas d'usage, tester en continu pour pouvoir apprendre et puis converger sur une proposition finalement qui rendra service à la cité. Jean-Laurent Franchineau, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire avec les mises en place et ce qu'on avait dit en propos introductif, où parfois la France a déjà inventé des choses et puis c'est pas pris par les groupes et on oublie ça. Est-ce que la France est en pointe aujourd'hui sur ces mobilités autonomes, puisqu'il y a ce plan industriel? Enfin, on voit bien que les pouvoirs publics prennent ça en compte, que les collectivités aussi, comme à Rennes bien sûr, sont vraiment conscientes de l'enjeu de ce nouveau secteur. Est-ce que vous, de votre expérience, vous voyez qu'en France, on a quand même un pôle de compétences et une avance sur d'autres pays ou d'autres régions du monde? Alors, pour vous dire, oui, on n'a pas à rougir. J'en discutais pas plus tard qu'hier on a la chance d'avoir aujourd'hui dans cette salle un des pères des navettes autonomes. Je souhaiterais citer Monsieur Michel Parent de l'INRIA. Et les choses ont commencé très tôt. Dès 1979, on le disait à peu près. Moi, je l'ai vu après, durant mon service militaire. Et depuis, on a eu les embryons des startups aujourd'hui, Esimal et Navia, en passant par des structures intermédiaires. Mais donc, la France, oui, est pionnière dans ce domaine. Maintenant, la France avance vite lorsqu'on est rassemblé. Et je souhaiterais profiter de cette tribune aujourd'hui pour dire, vous voyez, lorsque les gens se rassemblent, comme dans VDCOM, avec
tout de même deux compétiteurs, Renault et Peugeot. Quand on doit défendre des enjeux importants et communs, il est important de se rassembler, parce que seul, on ne peut pas traiter. Et donc, oui, la France est capable de tenir tête et de tenir sa position vis-à-vis de grands pays qui sont aussi importants dans le domaine autonome lorsque, ensemble, on se rassemble sur des points essentiels. Et je souhaiterais citer une initiative importante qui est l'initiative NFI, qui a été lancée donc par la DGE et qui vise à prédéfinir et jalonner les grands enjeux de cette mobilité autonome. Eh bien, aujourd'hui, vous avez non seulement donc Renault, Peugeot, il y a Transdev, il y a la RATP, et il y a Keolis qui commence à nous rejoindre dernièrement. Eh bien, oui, lorsqu'on se rassemble, on est capable de bien définir ce qui est du pré-compétitif, traiter ensemble des grands enjeux, mettre des moyens en commun que séparément on ne peut pas avoir, et faire face. Donc oui, pour moi, l'avenir est positif si on continue à travailler dans ce sens-là. Voilà. Groupé. Et alors, aujourd'hui, c'est une question que je pose à tous les trois. Quelles sont les grandes barrières, enfin les problèmes pour le déploiement de cette mobilité autonome? Est-ce que c'est du côté des normes, de la législation? Est-ce que c'est du côté des données? Est-ce qu'on a suffisamment de réseaux, des infrastructures? Quel est le grand chantier pour le déploiement? La priorité numéro 1. Oh, allez-y. Si je démarre, certains parlent de la législation qui bloque, etc. C'est pas vrai. Moi, je pense qu'il faut un petit peu de temps. Il faut apprendre. On n'a pas, enfin, on voit bien qu'au fur et à mesure des tests, on améliore la qualité de service, on améliore les algorithmes, on s'enrichit de la data. Encore une fois, les freins. Quand on s'était dit, nous, il y avait plusieurs freins. On s'était dit la législation, on s'était dit la technologie et on s'était dit l'acceptation. Alors on a regardé les trois. L'acceptation, on n'a pas vu de frein. On n'a pas vu de frein aujourd'hui lorsqu'on fait des enquêtes larges. Et donc c'était Île-de-France Mobilité qui a fait une enquête sur la défense. On avait des taux d'acceptation qui étaient à 97%, donc, et de satisfaction. Et on était étonnés nous-mêmes de ce taux-là. Quand on regarde les freins technologiques, alors bien sûr, il y a encore des freins technologiques, on le sait, mais ça sera pas. Ils vont se lever naturellement quand on voit. Vous avez cité effectivement la présentation faite par Navia au CES avec nous cette année, mais on voit des constructeurs américains et on voit tous ceux qui n'étaient pas au CES comme Waymo qui avancent très rapidement sur le sujet. La question, c'est une question de temps, c'est pas une question de frein, mais finalement, je dirais pour moi, le sujet est engagé. Sur la partie législative, elle est différente dans chaque pays. Le choix qu'a fait la France d'ouvrir assez largement les tests lorsqu'on a un dossier solide est un bon choix pour ne pas faire n'importe quoi. On a d'autres pays, enfin les États-Unis, qui avaient commencé par ouvrir 5 États, les 5 États où ils construisaient des donc c'est assez logique. Quand on voit l'Angleterre qui est plutôt dans une solution de dire bah, tester, on verra après. Voilà, il y a des choix différents. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix. Après, il y a les questions éthiques derrière qui ont été levées juste avant. Est-ce que c'est des micro-sujets ou des gros sujets? Souvent, c'est un drapeau qui est levé en disant attention, si un véhicule voit des gens passer en dehors du passage clouté, qui sont nombreux, qui ne peut pas s'arrêter, est-ce qu'il doit rentrer dans le mur quitte à tuer les gens qui sont à l'intérieur ou écraser les gens? Donc bah, oui, c'est des vraies questions qu'il faut traiter. Après, on peut espérer que ce n'est pas ce qui se passera dans la majorité des cas. Donc la question, pour moi, c'est d'apprendre. Il n'y a pas de freins majeurs qui empêcheront le développement, à mon sens. C'est aussi votre vision, Coralie Renard? Oui, je rejoins sur effectivement sur le fait que la réglementation à l'heure actuelle ne soit pas un frein. En fait, c'est un ensemble d'éléments. La technologie évolue rapidement, va continuer à évoluer, et la réglementation va évoluer aussi en parallèle. Et aujourd'hui, il y a déjà des choses extrêmement intéressantes qu'on peut faire pour justement pouvoir progresser. Donc à ce niveau-là,
les choses se mettent en place. Et je rebondis également sur ce qui a été dit juste avant, en parlant de rassemblement et du fait aussi de travailler ensemble sur ce sujet-là. Et nous, on a un exemple qui est assez intéressant, qui est le projet Rouen-Normandie Autonomous Lab, qui est un partenariat public-privé qui regroupe 3 acteurs publics et 3 acteurs privés, donc la métropole Rouen-Normandie, la région Normandie, la Caisse des dépôts, et dans les acteurs privés, donc Transdev, le groupe Renault et la Matmut. Donc ce genre de montage montre bien aussi à la fois l'enjeu et puis la volonté aussi de se rassembler pour pouvoir développer des services intéressants. Donc c'est un projet qui est sur 3 ans. Qui a pour objectif de proposer un service de mobilité transport à la demande autonome sur le quartier des Madriers, avec un système de 3 boucles qui font 10 km, afin de pouvoir rejoindre une station de tramway avec le Zénith, une école d'ingénieurs, des habitations, des entreprises, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des projets qui sont des projets de grande ampleur, avec à la fois la collaboration publique-privée, où on va mettre en œuvre de nombreux éléments. On a de la supervision des véhicules, et ça, on sait très bien le faire, puisqu'on supervise déjà des systèmes de tramway et des systèmes complexes. On a une partie qu'on appelle le dispatch qui va permettre aux passagers de pouvoir commander un véhicule et puis d'aller où ils le souhaitent ensuite à l'arrêt qu'ils souhaitent. On a des véhicules, donc on a 4 Zoé autonomes et une navette. Il y aura aussi une navette e-Cristal autonome et électrique, parce qu'on n'est que sur des véhicules qui sont électriques. Donc on voit bien qu'on a un ensemble de briques qui ensemble sont là pour constituer le système global de transport autonome. Et donc, c'est des éléments qui permettent réellement d'avancer, d'aller plus loin. Et tout à l'heure aussi, l'infrastructure a été mentionnée, et c'est aussi un point important, puisque l'infrastructure connectée va permettre aux véhicules d'avoir une meilleure vision et une meilleure connaissance de son environnement, avec l'objectif d'améliorer la qualité de service, l'expérience, la vitesse commerciale, avec des meilleures insertions des véhicules dans le trafic, du contournement d'obstacles et la gestion de trafic complexe. Donc on progresse et tous les éléments avancent pour qu'on puisse développer des choses très intéressantes à l'avenir. Oui, on avait eu dans le Out, justement, PSA qui avait fait des démonstrations, et puis la 5GA qui s'exprimait hier à cette table pour tout ce qui était l'IoT et la data. Alors, il y a un rôle évident de chef d'orchestre, justement, entre le public, le privé, les collectivités, les différents acteurs de cette mobilité connectée. Enfin, vous vouliez rebondir là-dessus, Monsieur Franchi? Oui, donc comme il a été fait mention, en fait, nous sommes dans un système de transport quand on parle de navette autonome, donc un véhicule, une infrastructure, une supervision, et au milieu de tout ça, de la connectivité. Et lorsqu'on parle de connectivité, eh bien, on a nos téléphones portables, bon, et tout ça fonctionne parce qu'il y a des normes. Et les enjeux aujourd'hui sont au niveau de la normalisation de certaines interfaces clés. Et donc, je profite, et je veux rebondir sur ce qui a été dit, que c'est bien en se rassemblant qu'on fait des normes. Et là, par contre, et là je reviens à votre question précédente sur ce que doit faire la France, je pense qu'il ne faut pas qu'on attende les normes des autres, mais que l'on propose des normes issues de chez nous, entre acteurs, et qu'on les ouvre. Et à ce moment-là, peut-être, oui, le système français et l'industrie française sera reconnu parce qu'on aura proposé les premières interfaces ouvertes. Et je prends un exemple, quand une ville va investir un jour dans un système de supervision de navette, elle va déléguer un service auprès d'un opérateur, et dans le cadre de ces délégations, on peut être amené à les renouveler. Donc il faudra automatiquement relancer, et pour autant, quand l'opérateur cessera son opération, eh bien, pour autant, le système ne sera pas démantelé, il sera poursuivi. Et donc, il faut bien des normes, des interfaces, des règles d'opération pour qu'il y ait une continuité d'opération. Et je pense que, comme vous l'avez dit, le métro autonome nous a jalonné un certain nombre d'étapes, et aujourd'hui, on est en train de l'appliquer
sur la route lorsqu'on parle de navettes autonomes de niveau 5. Voilà. Pour rebondir là-dessus, vous êtes des acteurs internationaux aussi. Les normes, est-ce qu'aujourd'hui il y a une guerre des normes? Est-ce qu'il y a aussi une prise en charge par l'Union européenne? Puisqu'il y a différents chantiers qui se passent. On a le GDPR, enfin des grands principes de la DG Connect, du Digital Single Market, des choses comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui il y a déjà des choses qui sont mises en place au niveau européen, dans lesquelles vous êtes insérés et qui vont permettre d'aller plus vite? Alors oui, on ne veut pas partir de rien et on ne veut pas surtout réinventer la poudre, comme on dit, puisque tout de même, on est en train de rassembler des briques dont certaines ont commencé il y a une dizaine d'années. Je prends par exemple à la connectivité entre véhicule-véhicule, véhicule-infrastructure. Vous avez des normes aujourd'hui qui ont été déployées, qui est la G5, pour rentrer un peu techniquement dans le sujet. Bon, ben, c'est des choses qui ont été développées d'abord dans des groupes SEN, TC2, bon, je ne vais pas les citer parce que c'est un peu trop technique, mais aussi à l'ISO en parallèle et à l'ETSI. Donc voilà, il faut rassembler aujourd'hui les normes qui existent et qui peuvent répondre à nos besoins, et puis créer par contre celles qui manquent, et c'est là qu'il y a un travail collectif à faire. Voilà. Et sur les données, la gestion de la data, on disait tout à l'heure 50% données, 50% algorithmes, c'est bien sûr plus complexe. Comment vous gérez aujourd'hui ce principe, un, de protection des données, deux, aussi d'apprentissage, d'auto-apprentissage par rapport à tout ce qui remonte de ce qui est déjà en cours, que ce soit le métro, que ce soit les navettes sur la dalle de la Défense, etc. Un de vous deux? Euh, Alors, si je peux me permettre, je voulais juste réagir juste Oui. avant sur la question d'avant, parce que comme vous le dites, on est des groupes internationaux, donc on voit bien ce qui se passe à l'étranger, on voit bien que pour des groupes comme Keolis, et je pense comme Transdev et RATP ou RATP-Dev, on a des nouveaux concurrents. Et effectivement, les nouveaux concurrents qui pensent robotaxi comme nous, c'est Uber, c'est Lyft notamment, c'est Didi, bon, Didi, n'oublions pas que c'est le premier VTC au monde bien plus gros qu'Uber et qui avance caché, même s'il est déjà à Paris à travers Taxify. Donc ces acteurs pensent véhicules autonomes, robotaxi, et on pense pas forcément normes en premier, donc il y a une question de temporalité qui est quand même majeure par rapport à ça. Il ne faut pas qu'on se mette d'accord sur une norme quand il y aura des robotaxis partout par des nouveaux entrants qui viennent du monde du software. Donc ça, c'est quand même un sujet sur lequel on doit être particulièrement attentif. C'est pour ça que le sujet des normes est un sujet à regarder de près. Alors bien sûr, il y a toute la partie communication avec les infrastructures. J'en parlais sur l'interaction dans la Smart City, et ça c'est bien sûr majeur pour pouvoir discuter finalement avec la Smart City. Maintenant, soyons réactifs, attentifs, le temps s'accélère. On l'a vu dans tous les secteurs d'activité qui se transforment. Le secteur de la mobilité est, à mon sens, le secteur qui se transforme le plus actuellement. Et donc par rapport à ça, il y a un point de vigilance vraiment à avoir regardons les normes, regardons ce qui se passe, regardons la rapidité, parce que si on sort des normes pour faire quelque chose de parfait, mais que le marché n'est pas pris par la France qui gagne, on aura un petit souci. Le sujet de la data, alors le sujet de la data, oui, c'est le nouvel or noir, la data. Donc bien sûr, on s'y intéresse, fortement. On regarde le sujet effectivement dans un souci de protection des données personnelles. La question, c'est toute cette data qui est produite. On essaye même d'en produire davantage en insérant des capteurs aux bons endroits, et on voit bien que beaucoup d'opportunités sont ouvertes aussi avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Donc finalement, on a l'IoT, l'intelligence artificielle et la big data qui se rencontrent pour pouvoir aller sur effectivement la big data, comme c'était dit à l'intervention avant, elle peut être très très bête. Donc c'est le sujet de la smart data, comment on rend cette data un peu plus pertinente, utile, et qui nous permet d'améliorer, d'apprendre et de proposer des services à forte qualité. Donc ça, c'est un sujet central, complexe,
Là aussi, beaucoup d'acteurs se positionnent là-dessus, pas forcément avec les mêmes armes, notamment à l'international. Et donc là, on a, je pense, sur l'ensemble du secteur, et notamment, enfin, l'ensemble des acteurs, notamment français, doivent intensifier leurs efforts pour pouvoir être au niveau des nouveaux compétiteurs sur ce sujet-là. C'est aussi le cas pour Transdev. Oui, effectivement, la data est un sujet. On a beaucoup parlé aussi de toute la partie open data dans les transports et Transdev était à l'initiative de catalogues afin de pouvoir que l'ensemble des acteurs du secteur puissent regrouper et ouvrir en fait leurs données. Et on voit aussi que c'est ce qui permet une ébullition en fait dans la mobilité avec un ensemble de startups qui peut arriver et imaginer des choses, des nouveaux services en utilisant cette data, que ce soit des services d'information voyageurs ou autres. Donc il y a vraiment un enjeu fort sur la data, puisque la data peut aussi permettre justement de dessiner un besoin mieux adapté au déplacement du voyageur. Donc c'est des données qui sont importantes et effectivement aussi vis-à-vis du véhicule autonome, ça a été mentionné dans l'une de vos conférences hier. Un véhicule autonome génère énormément de data, communique beaucoup. On parle de V2V, V2I, V2X quand le véhicule va communiquer avec l'ensemble, tous les points de son environnement, les autres véhicules, l'infrastructure, etc. Donc c'est autant d'échanges de données et d'informations qu'il faut maîtriser, mais qu'il faut aussi sécuriser. On parle beaucoup de cybersécurité sur la partie véhicule autonome. Donc c'est des éléments sur lesquels nous travaillons. En lien avec l'ensemble de nos partenaires, puisque Transdev a mis en place un ensemble de partenariats, que ce soit avec des industriels de premier plan, comme le groupe Renault-Nissan, ou des industriels français extrêmement intéressants, réactifs et de qualité, comme l'OR, mais aussi des partenariats avec des instituts de recherche, des laboratoires comme VDCOM ou l'IRT Systemix. Donc on revient à cette logique de réflexion globale, de collaboration. Et je rejoins aussi l'enjeu de rapidité, puisque c'est vrai que la mobilité est un secteur qui évolue très très vite aujourd'hui. On a vu pas mal de nouveaux acteurs, on parle de disruption. Il faut pouvoir s'adapter. Les opérateurs historiques, les acteurs historiques aussi doivent s'adapter et être capables de cette agilité que les startups ont. Et dans ce cadre-là, on voit très bien que les frontières aussi entre le transport collectif et la mobilité individuelle sont en train de s'effacer, et que on a vraiment un challenge à relever tous ensemble pour effectivement être dans cette course au niveau mondial. Effectivement, donc beaucoup de challenges à relever. Malheureusement, il va falloir rendre la table. Peut-être vous voulez avoir un mot de la fin, Monsieur Franchino, sur tous ces challenges et le fait qu'il faut effectivement se rassembler entre différents acteurs et que c'est pas forcément la compétition qui fera le meilleur, mais peut-être la coopération sur une thématique aussi complexe que la mobilité connectée. Donc, si vous voulez conclure rapidement. Je pense que vous avez bien résumé. Je pense que face à des enjeux aussi importants, et je reviens là sur le dernier point, la data, où il est intéressant d'échanger des données lorsqu'on est sur des situations routières à risque, hein, c'est-à-dire là, éventuellement des phases d'enregistrement. C'est ce qu'on a commencé à faire pour le véhicule particulier entre les deux constructeurs. Si sur les navettes, on fait la même chose, avec des initiatives telles que Move, on a au sein de VDCOM et autres, où on multipliera la connaissance sur ces situations à risque en les connaissant et en regardant comment il faut les traiter, ben oui, on avancera plus vite. Et puis, comme vous l'avez dit, les enjeux sont internationaux, donc dans ce contexte-là, c'est vrai que le contexte normatif peut faire de temps en temps un peu peur, mais lorsqu'on le prend aussi un peu en amont et en étant acteur et moteur, ben, on maîtrise, comme on dit, la copie. Donc voilà, je ne peux qu'encourager à aller de l'avant. On est de toute manière dans un mouvement, comme on a dit, qui s'accélère et il faut y aller. Eh ben, allons-y. Et merci à tous les trois. Et merci à vous. On va enchaîner. Je vous en prie, on va quitter la